Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission pardon, du Weekly Market Fundamental Analysis. Alors ici François Blé, donc content de vous retrouver. Donc chaque semaine, chaque mardi, on se retrouve pour faire un point complet de l'actualité et macroéconomique, l'actualité des fois aussi euh, géopolitique ou bien aussi l'actualité politique qui impacte en fait les marchés financiers. Donc, ce qui nous intéresse ici, c'est de savoir quel est donc l'impact de tous ces facteurs, de tous ces catalyseurs macroéconomiques ou géopolitiques dans le cadre de notre activité, donc des marchés financiers. Et c'est un grand plaisir pour moi de présenter cette émission pour aider, donc toujours dans le but d'aider les traders particuliers à travailler avec une certaine logique de professionnels, d'avoir des réflexes de professionnels. Donc, au-delà de tout ce que vous pouvez apprendre de votre côté, l'analyse technique, l'analyse fondamentale, je vous donne donc un point de vue pour faciliter ces approches-là. Et puis, bien sûr, ceux qui sont intéressés à se former, à se faire encadrer, surtout, c'est l'été qui arrive. Donc, en général, l'été, c'est un bon moyen de pouvoir au-delà des vacances, de travailler, d'apprendre les marchés financiers pour que vous soyez opérationnel à la fin de l'été, voire le début de l'automne. Voilà. Alors, pour ceux qui viennent de me découvrir, mon nom est François Ablé, je suis trader actif et je suis également le responsable du site gstacademy.com et aussi le fondateur donc, de cette école, donc Global Street Trader Academy, GSTA, que vous retrouvez depuis maintenant presque un an sur les réseaux sociaux, sur YouTube, sur Facebook et tout ça. Voilà. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire à cette chaîne YouTube et aussi à la page Facebook pour recevoir des notifications et lorsqu'on envoie des nouvelles ou bien on poste des analyses qui vous seront en fait bénéfiques pour votre activité de trading. Voilà. Donc, rapidement, on va commencer cette émission avec l'avertissement lié au risque. Donc, comme vous le savez, le trading, ce n'est pas une activité, euh, quoi qu'on puisse trouver comme comparaison. Certains comparent le trading au poker, tant mieux pour eux. Mais voilà, au niveau professionnel, lorsque vous êtes donc trader professionnel, vous devez interagir sur les marchés financiers de façon responsable. Vous devez avoir des notions de risque, de gestion de risque. Vous devez connaître aussi vos actifs financiers et puis également la logique des marchés financiers afin de pouvoir tirer profit sur les marchés financiers. Donc, vous devez être conscient de ce que vous faites et toutes les décisions que vous prenez, vous serez entièrement responsable. D'accord? Personne ne peut prendre la responsabilité à votre place. Et voilà, donc cette émission aussi est réalisée pour un titre éducatif et informatif. Donc, ça ne constitue en aucun cas un conseil d'investissement ou une recommandation quelconque d'acheter ou de vendre des actifs. Si vous avez des questions, bien sûr, à ce sujet-là, n'hésitez pas à m'écrire en inbox ou bien de laisser un commentaire en dessous de la vidéo. Ou bien, bon, si c'est des questions plus ou moins spécifiques à votre gestion de portefeuille, je vous recommande de vous référer plutôt à votre conseiller financier. Voilà. Ceci étant, nous allons donc commencer cette émission donc de Weekly Market Fundamental Analysis, donc le 19e numéro. Cette semaine est plus ou moins marquée par, il y a beaucoup de facteurs, mais les trois grands facteurs, les trois grandes nouvelles économiques, tant macroéconomiques, économiques ou géopolitiques ou financières, qui marquent en fait les marchés financiers, c'est bien sûr le discours attendu de la BCE ce jeudi. Demain, on aura bien sûr les minutes de la Fed, donc sur les relevés des taux. Et puis, on a eu aujourd'hui, donc dans la nuit d'hier à aujourd'hui, la rencontre, la fameuse rencontre entre le leader coréen de la Corée du Sud, non, de la Corée, oui, de la Corée du Sud, qui s'appelle Kim Jong-un, voilà, et puis son homologue américain, le président américain Donald Trump, donc qui se sont rencontrés à Singapour pour un sommet historique. Ça n'était pas arrivé depuis des années, donc ça a été mis en place et c'était dans un cadre en fait disons, il y a eu beaucoup de choses qui se sont dites. Bien sûr, nous, les informations que nous avons sont les informations qui sont rendues publiques, donc les informations qui sont dans la sphère financière. Mais il y a bien sûr, il y a eu 4 heures d'échange, donc ces deux grands leaders politiques se sont entretenus pendant plus de 4 heures selon le Wall Street Journal et il y a des choses qui se sont dites entre eux en coulisses. Maintenant, ce que nous savons,
C'est ce qui a été publié. Donc, il y a eu cette rencontre a porté sur, a débouché en fait sur un accord de principe et ce qu'on appelle le joint statement, c'est-à-dire une déclaration commune sur le programme de dénucléarisation et tout ce qui est environnant, bien sûr, la sphère commerciale, diplomatique et aussi le respect mutuel entre les deux pays. Alors, cet accord ou ce joint statement comprend en fait quatre grandes lignes. Donc, le premier grand accord qui a été signé ou qui a été, disons, établi entre ces deux grandes puissances, c'est de, justement, les États-Unis s'engagent et aussi Kim Jong-un avec la Corée du Sud s'engage à entretenir des rapports d'amitié, de fraternité, de prospérité entre ces deux nations et aussi de diplomatie, d'accord? Le deuxième accord aussi stipule aussi qu'il y ait justement une coopération commerciale et une étroite entente en ce qui concerne bien sûr les stratégies commerciales, financières, aussi également un climat de paix entre ces deux pays. Le troisième accord aussi, ça porte sur, bien sûr, le respect du programme de dénucléarisation qui est mis en place, d'accord, entre les États-Unis et la Corée du Sud, parce que vous savez que le 27 avril passé, il y a eu ce qu'on appelle la déclaration de Panmunjom ou Panmunjom, quelque chose comme ça, je pense que c'est Panmunjom, la déclaration du 27 avril de Panmunjom. C'est une déclaration qui stipulait en fait que, vu que le président, le leader de la Corée du Nord, qui s'appelle Moon Jae-in, voilà, le Corée du Nord, et aussi Kim Jong-un de la Corée du Sud se sont rencontrés, d'accord, parce que la péninsule coréenne était divisée, chacun était armé des deux côtés en ce qui concerne le nucléaire, et ils se sont mis ensemble, donc, du coup, pour rassurer tout le monde, d'entretenir des relations fraternelles, des relations, des relations paisibles, afin de ne pas, justement, troubler la quiétude du monde entier, d'accord? Parce que quand on parle de nucléaire, ça engage bien sûr l'avenir de l'humanité. Donc, cette déclaration du 27 avril a été mise en place par le président américain Donald Trump. Il a demandé à son homologue Kim Jong-un de respecter cet accord, d'accord? Il faut mettre en place cet accord et aussi qui va contribuer à la dénucléarisation également progressive des États-Unis et s'engager également à respecter bien sûr la paix et la quiétude dans le monde entier. Donc, c'est de ça qu'ils ont discuté. Et puis, le quatrième point, c'était aussi qu'ils s'engagent aussi à, à disons, à, à continuer de restituer aux familles les prisonniers de la guerre du Vietnam, qui a eu lieu dans les années 70, qui a aussi débouché sur les accords de Paris de 1973, si je ne me trompe pas, 1973, oui. Donc, quand il y a eu la guerre du Vietnam avec les États-Unis, où bien sûr on a eu l'occupation du nord du Vietnam, ou qu'on appelle maintenant Laos, d'accord, par l'Asie du Sud-Est, avec la Corée et tout ça, et toute la péninsule qui était avec. Donc, il faut restituer aux familles, puisqu'il y a eu une ligue qu'on appelle, j'ai oublié le nom, je crois, c'est la Mia Pao. Voilà, Mia Pao, c'est ça. Donc, c'est une ligue nationale, en fait, que les familles, en fait, les familles des prisonniers de guerre. Donc, Pao, c'est Prisoner of War, donc les prisonniers de guerre. Et Mia, c'est Missing in Asia Southeast, quelque chose comme ça. Donc, c'est une ligue, en fait, américaine qui a été mise en place pour permettre de restituer aux familles les différents prisonniers qui ont eu lieu, en fait, au cours de cette guerre du nord du Vietnam et de Laos, où qui était impliquée la Corée, donc toute la péninsule, et puis également les Américains. Vous voyez? Donc, ce sont les 4 points de façon globale. Hein, j'ai fait un peu d'histoire, mais c'était en fait, de comprendre ce que c'est cet accord. Maintenant, ça, c'est la partie que nous connaissons, bien sûr.
Et il y a la partie que nous ne connaissons pas, qui n'ont pas été divulguées. Seul Kim Jong-un et puis Kae Moon-in, qui est le leader de la Corée du Nord, et puis Donald Trump, ils se sont parlé ensemble, donc ils savent qu'est-ce qu'il s'agit. Donc cette partie qui est, disons, confidentielle n'a pas été bien sûr révélée. Ce sont seulement ces deux concernés ou ces trois concernés qui savent. Maintenant, quel est le rapport maintenant avec les marchés financiers? Parce que c'est ça qui nous intéresse. Ben, dans un climat de paix et de stabilité, vous devez savoir que les actifs qui sont considérés comme les actifs risqués, comme les indices, ou bien aussi quelques matières premières comme le pétrole, parce que ça amène la volatilité, vont continuer de progresser, d'accord? Vont progresser légèrement. Bon, les indices vont progresser, l'or aussi va progresser, mais les indices vont progresser plus que l'or, parce que c'est quand il y a des situations de crise, quand il y a de la tension géopolitique, quand il y a une peur qui s'installe dans le marché, c'est en ce moment-là que les indices n'aiment pas, donc les indices se replient, et maintenant l'or progresse, d'accord? Parce que tout le monde cherche à diversifier son portefeuille avec des actifs dénommés des actifs, ce qu'on appelle les safe assets, donc les actifs de valeur, les valeurs sûres, les valeurs refuges, dont le yen en fait partie. Pourquoi? Parce que, comme vous savez, le yen, c'est une monnaie qui appartient à l'État, au Japon, et les Japonais sont connus pour des gens qui épargnent beaucoup, d'accord? Ils ont une proportion d'épargne qui dépasse les 80%, et toute la dette, non seulement la dette italienne, la dette japonaise n'est pas détenue par les étrangers, elle est détenue par les locaux eux-mêmes. Donc c'est ça qui est rassurant, d'accord? Dans un État, quand une dette est détenue par l'extérieur, ce n'est pas bon. Ça met le pays en danger parce que si les taux d'intérêt, justement, augmentent de façon drastique et que ça échappe à la politique monétaire du pays en question qui est endetté, ben, vous allez voir qu'il y aura du chantage et bien sûr, la dette, on va en fait retrouver en fait l'épisode grec qu'on a eu avec Alexandre Tsipras, où parce que la dette des Grecs était supportée par les Allemands. Mais si la dette des Grecs était supportée eux-mêmes par les Grecs, vous allez voir que les Grecs allaient prendre le contrôle justement de leur économie. Vous comprenez? Donc, la dette japonaise est détenue par les Japonais eux-mêmes. Et c'est pareil aussi pour la dette italienne. 70% est détenue, la dette italienne est détenue par les Italiens et aussi les Japonais par eux-mêmes. Donc, c'est pour ça que le yen est toujours apprécié parce que on sait que si la dette est supportée par les gens qui sont par les Japonais eux-mêmes, il ne peut pas y avoir d'effondrement puisqu'ils vont s'arranger à soutenir leur économie et puis à respecter eux-mêmes leurs propres engagements parce que ça en découle de la survie de leurs États souverains. Voilà. Voilà pourquoi le yen est souvent apprécié et considéré comme un actif refuge. Donc, à ce niveau-là, il n'y a pas de problème. Si vous avez donc vous avez l'opportunité donc de regarder les marchés financiers, faites attention à l'or, aussi aux indices, parce que il y a des économistes qui justement qui ont estimé que du deuxième trimestre à venir de 2019, donc l'année prochaine, ils estiment que l'écart de production, donc l'écart de production ou l'écart productif, ce qu'on appelle le principe de désengorgement économique, quand le gouvernement arrive à un niveau où il n'arrive plus à produire, il n'arrive plus justement à satisfaire la demande, on rentre en situation de récession, d'accord? Donc vous avez, c'est ce que les économistes souvent appellent la déviation standard entre le PIB réel et le PIB estimé, en fait, ou le PIB potentiel, d'accord? PIB réel moins PIB potentiel. Si on a un PIB potentiel qui est supérieur au PIB estimé, on est bien sûr dans des situations, bien sûr, d'expansion. Mais quand c'est le contraire, c'est-à-dire quand le PIB réel est inférieur au PIB estimé, c'est-à-dire ce qu'on estime, on voit que bien sûr on est très en deçà de ce qui est réellement dans l'économie. En ce moment-là, on rentre dans des conditions de récession. D'accord? Donc, le désengorgement économique, c'est un facteur central de la récession qui va peut-être frapper, selon certains économistes, des économistes d'Harvard, de Yale, ils ont un consensus aux États-Unis qui travaillent tous au Bureau national de la statistique et des recherches économiques qui ont publié une analyse comme quoi ils estiment qu'en 2019, au deuxième
trimestre de 2019, les États-Unis sont supposés rentrer en récession. Vous comprenez? Donc, c'est ce que, en fait, nous parlons depuis. Mais quand les médias vont commencer à parler de récession, ça veut dire que techniquement, sur le graphe, vous allez voir, on aurait déjà cassé des moyennes mobiles de 200 périodes, 250 périodes, sans sûrement là qu'on rentre de récession. Mais ça ne veut pas dire que le marché ne va pas descendre avant ça, d'accord? C'est pour ça que quand vous regardez les indices, comme je dis, faites attention, les vagues de correction sont en cours, elles sont en train de préparer. Il peut y avoir disons, avec des facteurs politiques comme de ce genre, comme on a vu avec, comme on a vu avec le président Donald Trump et puis son homologue Kim Jong-un, qui ont visiblement épaté le marché après, bien sûr, le fiasco qu'on a vu au G7 dans le week-end dernier à Québec. Quand on voit des images comme ça où on voit un leader, voilà, un leader protectionniste et puis un autre leader justement qui fait partie, on va dire, du régime communiste, main dans la main, souriant et puis fier de se rencontrer. Ça rassure les marchés, d'accord? Ça rassure les marchés, ça donne un climat d'apaisement. Donc, les indices vont probablement se mettre à décaler, à pousser à la hausse jusqu'à ce qu'il y ait encore un autre catalyseur difficile ou bien l'autre catalyseur incompris par le marché ou bien qui nécessite la peur pour bien sûr faire redescendre l'euphorie. Mais techniquement, quand on regarde sur les graphes, les dispositions du marché actuellement sont en fait sont dans des prédispositions euh, c'est-à-dire que le marché démontre qu'il est dans une dynamique haussière, mais à cause de ces facteurs, à cause de ce contexte particulier qui l'entoure, on peut y avoir, bien sûr, des corrections inattendues. Parce que le but, c'est quoi? Le but, ce n'est pas d'avoir raison sur les marchés, d'accord? Les marchés ont leur propre logique. Le but, c'est de profiter du marché au moment où vous avez l'opportunité, d'accord? Voilà pourquoi je vous dis d'être toujours prêt à deux scénarios. Toujours. Un trader professionnel doit toujours être prêt à deux scénarios. Scénario de hausse, si ça marche, si ça marche. Si ça ne marche pas, il doit être prêt au scénario de baisse. D'accord? Et le scénario de hausse, c'est soutenu par cette actualité fondamentale que je viens de vous présenter. Et puis maintenant, le scénario de baisse, c'est le scénario de long terme, le scénario technique. D'accord? Puisque quand vous prenez le graphe depuis 2008, d'accord? Depuis 2008-2009, vous faites, bien sûr, vous utilisez ce qu'on appelle la théorie des cycles ou bien les vagues d'Elliott. Vous allez voir que dans le décompte elliotiste, on est supposé avoir une vague 4. Peut-être que la vague 4 va coïncider avec, bien sûr, la supposée récession américaine qui est supposée arriver, bien sûr, dans le courant du deuxième semestre en 2019, estimée par les économistes américains. Donc, peut-être c'est de la vague 4. Mais il faudrait être, justement, connaître vos graphes pour ne pas justement pour ne pas manquer cette opportunité-là que le marché vous donne, d'accord? Donc, au-delà de ça, au-delà de cette présentation plus ou moins géopolitique et historique, vous avez bien sûr les informations qui sont devant vous. Donc, de façon générale, en Europe, avec la crise, justement, la crise politique des dernières semaines en Italie, où le président Sergio Mattarella, je crois, a demandé au Premier ministre, il s'appelle Carlo Cottarelli, je crois, à mettre en place un gouvernement de coalition qui allie bien sûr ceux qui sont majoritaires, c'est-à-dire le Five Lega, avec bien sûr l'autre partie extrême qui sont les Five Star et le parti Lega, donc le parti Lega qui est majoritaire, Five Lega également qui fait partie de l'autre extrême, et puis les autres partis qui sont autour avec le parti de Silvio Berlusconi qui est Forza Italia, donc de former un gouvernement de coalition et de s'entendre sur des principes clairs concernant tout ce qui est sorti de l'euro et puis, tout ce qui est bien sûr entendement sur l'échéance de la dette, d'accord? On va voir tout à l'heure un graphe avant de vous laisser, le graphe sur bien sûr la différenciation du spread entre c'est-à-dire la dette souveraine entre l'Italie, l'Allemagne et puis l'euro-dollar. Ça, c'est vraiment, si vous voulez actuellement gagner de l'argent sur les marchés financiers, notamment sur l'euro-dollar, il faut que vous ayez ce graphe en tant que trader particulier, bien sûr, parce que c'est ce graphe-là que les traders institutionnels regardent, en fait, pour pouvoir prendre des positions. Donc, je vais vous expliquer un peu le raisonnement tout à l'heure
qu'on va finir ce PowerPoint, mais c'était pour en fait vous mettre la puce à l'oreille, comme quoi avec ce gouvernement disons, je peux appeler le gouvernement de transition ou de coalition qui a mis en place, on a bien sûr un petit calme sur les marchés financiers parce que euh, le concerné, qui est Carlo Cottarelli, est un ancien du FMI. Il est connu par les marchés financiers. C'est un économiste, un homme politique et un économiste qui est connu des marchés financiers. Donc, c'est pour rassurer en quelque sorte les marchés financiers. Et il jouit d'une confiance des banquiers, des différentes banques centrales. D'ailleurs, il a bien sûr balayé du revers de la main. En tout cas, il a mis un suspense, il a mis en suspens du fait que toute la question de quitter ou l'hypothèse de quitter la zone euro et aussi tout ce qui est le respect de l'échéancier de la dette italienne n'est pas à l'ordre du jour. D'accord? Au niveau de la dette, je m'inquiète moins puisque la dette italienne est détenue par les Italiens. Ce n'est pas comme, bien sûr, la Grèce, pardon, ou les Grecs qui sont détenus par les étrangers, notamment les Français. D'accord? La dette grecque est détenue par les étrangers et quand c'est comme ça, on vous tient par la corde au cou. Vous comprenez? Donc, voici donc ces informations que vous avez besoin pour cette semaine qui s'annonce assez déterminante sur les marchés financiers. Alors, donc, globalement, l'Europe, on est plus ou moins neutre à bullish. Les indices américains et les indices asiatiques sont plus ou moins en fanfare, avec bien sûr ce climat d'apaisement qui a été affiché à la face du monde pour oublier un peu cet échec, ce fiasco qu'on a eu à Malbé au Québec sur le G7, d'accord, avec la fameuse image où on voit Trump qui est comme ça avec en face de Angela Merkel pour lui montrer que son désaccord. Donc c'est une image assez cocasse qui a fait le tour du monde, mais ça témoigne en fait bien sûr le climat qui règne entre les différents États, surtout entre le Canada et les États-Unis concernant les partenariats commerciaux et aussi en ce qui concerne les relations diplomatiques. D'accord? Alors, pour finir cette phase, cette émission, avant que je vous présente le graphe dont je vous ai parlé, donc le dollar australien actuellement, il est plus ou moins recherché, c'est de façon technique, hein, de façon technique, mais de façon fondamentale. Actuellement, il n'y a aucune paire qui est la paire qui est recherchée actuellement. On ne peut pas dire euro parce que c'est moyen, d'accord? Mais actuellement, quand on regarde les graphes de façon l'évolution ou la progression sur le long terme, en fonction de la performance de la semaine passée jusqu'à aujourd'hui, on voit que le dollar australien affiche quand même une nette performance. Donc, on peut estimer qu'il est recherché. Par contre, le dollar, il est sous pression. Okay? Et puis, vous avez bien sûr donc, le récapitulatif des indices. Donc, avec le calme temporaire observé au niveau de la politique européenne, on assiste à un petit momentum haussier, donc compte tenu en fait de ce qui s'est passé de la nuit d'hier à aujourd'hui, puisque ce document, je le prépare en général les lundis, d'accord? Donc, appétit pour le risque à très court terme, mais dans un contexte géopolitique et commercial particulier. Donc, vous savez que ce qui a été publié, ça c'est pour le marché, donc les quatre points que je vous ai présentés concernant les accords ou la déclaration commune entre la Corée du Nord, la Corée, en fait, la péninsule coréenne et également les États-Unis. Ça, c'est la version que nous savons. Puis il y a ce qu'on ne sait pas, donc qui est connu par ceux qui sont bien sûr dans les secrets de Dieu, on peut dire. On attend jusqu'à ce que ça éclate au grand jour. Vous comprenez? Donc, c'est pas tout qui a été divulgué, c'est seulement une partie et nous, on essaie d'interpréter ça, comment est-ce que ça peut nous intéresser sur le marché afin de tirer des bénéfices sur le court et le moyen terme. Voilà. Donc, autre fait marquant, avant de finir cette partie, donc le pétrole monte et se stabilise pour des raisons géopolitiques et commerciales. Donc, l'or recule pour l'instant. Avec les accords qu'il y a eu, on peut avoir maintenant des impulsions haussières si les deux parties montrent toujours cette assurance et ce calme, donc cet apaisement. Et puis, les membres des pays producteurs qui concernent l'Iran, Venezuela, donc qui sont les pays producteurs qui sont pratiquement considérés comme des antisystèmes, d'accord? Ils menacent donc de changer leurs réserves de pétrole en devises de valeur qui étaient auparavant en dollars pour l'euro ou le yuan. Donc ça aussi, c'est un fait qui, si ça se passe, ça serait impactant. Il va falloir le surveiller sur les marchés financiers. Bien. Alors pour finir cette émission, je vais vous présenter ce graphe-là. Ce graphe-là que vous devez
impérativement maîtriser ou savoir interpréter parce que si vous êtes trader d'euro-dollar, c'est ce graphe-là que vous avez besoin, c'est ce pattern-là. Parce que ici, vous avez la dette souveraine allemande, d'accord, qui est en, qui est en, qui est en bougie, là, en bougie régulière, donc en candlestick que vous connaissez. En rouge, c'est la dette italienne, donc la dette souveraine italienne de 10 ans. Donc les rendements obligataires italiens en rouge, les rendements obligataires allemands en bougie. Et puis l'euro-dollar, donc l'euro-dollar en bleu, d'accord? Donc comme vous voyez globalement, de façon, quand on lisse la tendance de l'euro-dollar, on voit que l'euro-dollar est pratiquement sur les mêmes niveaux entre la dette allemande, d'accord? Et puis, on a eu bien sûr cette explosion. Je vais juste déplacer mon écran pour que vous puissiez voir le graphe de façon mieux. Donc, on a vu que depuis 2014, donc bon, il n'y a pas assez d'historique pour pouvoir vous montrer, mais si vous regardez, depuis 2014, quand on a commencé le QE, vous voyez, c'est en 2014, on a commencé le QE. L'euro-dollar, bien sûr, a dégraissé. Et puis, la dette italienne et puis les taux de rendement obligataire allemands se suivaient. Et puis, vous voyez l'écart ici, ce qu'on appelle le spread. Donc, on parle de l'écart des rendements obligataires, donc, ou le spread des rendements obligataires. C'est cet écart entre ça ici et ça là. Donc, les techniciens des marchés en général calculent. Et l'écart a toujours été en environs de à peu près 0,5, d'accord? Entre 0,5, 0,7, 0,25. Donc, il est toujours dans cette fourchette-là. Et puis, après, aux alentours de 2016-2017, quand on a commencé à voir, bien sûr, l'entrée massive des programmes de QE, qui avait commencé en 2016, mais qui a atteint son paroxysme en 2016, l'écart s'est agrandi, d'accord? Donc, actuellement, vous voyez le niveau entre la dette allemande et la dette italienne. En général, on prend les taux de rendement obligataires qui sont les plus, disons, les plus élevés, moins le taux de rendement obligataire qui sont les moins élevés. D'accord? Autrement dit, on fait taux de rendement obligataire italien, d'accord? Moins taux de rendement obligataire allemand. Parce que le taux de rendement obligataire allemand, ce sont les taux de rendement obligataire les plus sûrs. D'accord? On sait que l'Allemagne a la puissance financière de pouvoir rentrer, de respecter l'échéance ou la part de sa dette dans l'Union européenne. Contrairement à l'Italie, qui est même malgré que c'est un troisième pays, c'est le troisième pays le plus prospère en Europe, après bien sûr la France et puis l'Allemagne, mais du point de vue économique, selon le poids économique, l'Italie détenir la dette allemande est plus sûre que détenir la dette italienne, surtout quand il y a des tensions politiques. Et vous voyez que quand on a eu, bien sûr, ces histoires d'eurosceptiques, de sortie de l'euro, de ne pas payer la dette et puis qu'on se balance, on s'en fout en fait du niveau de la dette. On a eu cette explosion, donc cette divergence. C'est pour ça que je vous ai dit souvent que quand vous voyez que les cas des spreads des taux dans les vidéos précédentes, quand vous voyez qu'ils divergent, donc il s'écarte de façon violente, un peu à l'image des bandes de Bollinger. Quand vous voyez les bandes de Bollinger s'écartent, ça veut dire qu'il y a de la volatilité, d'accord? Et bien, c'est la même interprétation ici, quand on a l'écart des taux italiens et également des rendements de 10 ans allemands, d'accord? Ça veut dire en fait que on est dans des situations voilà, d'agitation sur les marchés, de peur et des choses comme ça. Comprenez? Donc, quand on a ces décalages inattendus, c'est lorsque les deux parties, en fait, disons, au niveau de l'Italie, menaçaient de ne pas respecter l'échéance de la dette, le poids de la dette ou la responsabilité de la dette de l'Italie dans l'Union européenne. Donc, elle a menacé, elle a dit ça et elle a dit également qu'elle allait sortir de l'euro. Donc, c'est comme si ce poids de la dette allait être supporté par les deux grandes puissances qui comprennent la France et l'Allemagne. Voilà pourquoi les indices allemands, ou c'est-à-dire le DAX et les indices français, donc le CAC 40, se sont mis à plonger. D'accord? C'est à cause de ça. Donc, pour conclure, quand vous avez cette divergence, d'accord, ça veut dire que l'euro, techniquement,
Si on a la divergence actuellement, c'est-à-dire c'est 3,5%. L'écart est de 3,5%, qui est un niveau assez élevé. Ça veut dire que ça coûte 3,5% de taux d'intérêt de détenir de la dette italienne. Donc c'est risqué, c'est-à-dire par rapport au différentiel, la différence entre la dette allemande et la dette italienne. Ça coûte 3,5% d'intérêt de supporter cette dette-là ou de supporter un papier, d'accord, un papier qui présente un rendement obligataire, puisque les gérants de fonds, en général, s'ils savent que la dette va monter, ils achètent la dette pour le reprêter parce qu'ils savent que les taux d'intérêt vont monter. Donc, ils ne perdent pas de l'argent, ils font plus d'argent. Mais s'ils savent que la dette les taux d'intérêt vont probablement baisser, d'accord, ils veulent se départir de la dette, vous comprenez, parce que ça ne vaut pas grand-chose. Quand le niveau de la dette est bas, son taux de rendement est bas, ce qui est normal. Et quand le taux de rendement est élevé, ben, c'est avantageux pour quelqu'un qui prête plutôt que quelqu'un qui emprunte. Vous comprenez? Donc, c'est la différence que vous devez comprendre. Donc, à ce niveau ici, quand on a bien sûr cet écart qui s'élargit, l'influence sur l'euro, c'est qu'en général, l'euro, lui, il va en fait suivre les différents, c'est-à-dire il va suivre en fait les différentes, il va suivre en fait l'Allemagne. C'est-à-dire que l'euro-dollar va se mettre à baisser quand les taux d'intérêt, quand les taux de rendement obligataire italiens explosent, d'accord? Mais si tout va bien, si les taux de rendement italiens se remettent à progresser ensemble, comme c'était le cas ici, ou bien si par exemple on voit des déclarations comme quoi on veut bien sûr mettre en place un système pour effacer la dette et tout ça, vous allez voir que l'euro-dollar va se mettre à réapprécier, donc il sera plus recherché par le marché, d'accord? Alors, donc c'est là-dessus que je finis. Merci encore d'avoir suivi cette émission. Si vous l'avez aimé, bien sûr, n'hésitez pas à le faire savoir, à la liker, à la partager et puis aussi à vous abonner, bien sûr, à la page Facebook, à la chaîne YouTube. Et j'en parlerai bientôt dans les prochains jours sur la nouvelle plateforme qui va être mise en place pour concernant le GSTA, donc le site officiel où vous aurez donc, bien sûr une plateforme d'échange, vous aurez des articles chaque jour et puis vous aurez également des rubriques financières privées où je vais vous présenter bien sûr des solutions de trading aux abonnés, aux membres. J'en reviendrai là-dessus, mais je vous donne donc la puce à l'oreille. Portez-vous bien et puis ben, on se retrouve dans les prochains jours. C'était donc François Ablé du GSTA Canada. Il est présentement 8h30. Merci, au revoir.